L'idée de cette table ronde est un peu de voir ce qu'il se passe au niveau des territoires. Nous avons des témoignages absolument passionnants et ensuite d'évoquer le point de vue de l'ARS, de la DRAC Grand Est et du ministère de la Culture représenté par Nicolas Merle. Je commence directement avec Séverine Legrand. Qui dirige Interstice, un projet en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une plateforme régionale donc Interstice est une plateforme régionale de coopération sur la thématique culture et santé. Dominique Spies m'a dit que vous avez vu naître le dispositif. C'est un peu présenté comme une historique, oui. C'est pas grave, je m'en veux pas. Voilà. Et donc ma question va de soi. Donc quel regard posez-vous sur l'évolution de ce dispositif et puis comment voyez-vous l'avenir, sachant que vous avez 5 minutes pour me répondre. Ce sera la même loi des reins pour tous. Alors l'exercice est décidément très difficile, ne serait-ce pas que pour cette contrainte de temps, mais aussi parce que je pense que je suis peut-être pas la meilleure personne en fait pour répondre à cette grande question, encore moins en 5 minutes, puisque juste pour compléter un peu la présentation, je suis donc Séverine Legrand, responsable d'une structure qui s'appelle Interstice, qui est une structure effectivement qui travaille à la rencontre entre le monde de la culture et le monde de la santé, et qui donc comprend des adhérents des deux secteurs, donc des structures hospitalières, médico-sociales, des professionnels de ces structures-là, et des structures artistiques et culturelles, et donc aussi des artistes. Et c'est à cet endroit-là du coup de porteuse de terrain que mon propos se pose, et aussi à l'endroit d'une professionnelle de la culture qui est arrivée à travailler sur culture et santé. Et c'est peut-être un des endroits qui me rend la question difficile, parce que je trouve que depuis ce matin, en tout cas, on a peu de professionnels de la culture, et je suis content qu'on en ait un peu plus là autour, pour poser cette question de la rencontre entre culture et santé, parce qu'on ne peut pas parler de culture et santé sans donner la parole aux professionnels de la culture et aussi aux personnes de terrain. Donc c'est juste à cet endroit-là que j'ai envie de répondre. Effectivement, j'ai pas vu naître le dispositif, mais j'y travaille depuis 2006. La structure Interstice, elle a été créée en 2012. C'est une structure associative qui a un engagement militant sur cette rencontre entre culture et santé, mais du coup qui a une vraie vie associative avec l'idée d'accompagner la professionnalisation des acteurs, ce qui est très important, pour les accompagner dans l'émergence de projets artistiques et culturels partenariaux, où l'idée centrale c'est de réinvestir le fait que dans ces établissements de santé, on accompagne surtout avant tout des personnes, et donc c'est vraiment le respect des droits humains qui est travaillé dans ces projets artistiques et culturels. Et on est du coup, on a la chance d'être identifié comme structure ressource en Auvergne-Rhône-Alpes, et on est donc une structure d'appui aux partenaires de ce programme-là, qui sont donc l'ARS, la DRAC et la région. Deux de ces partenaires sont présents dans la salle et je les salue. Donc c'est surtout eux aussi qui pourraient parler, et je pense que Nicolas en parlera beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je peux dire, c'est que effectivement, depuis 2006, ce programme-là, il est vivant, il est très très actif, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de rencontres culture et santé avant celle d'aujourd'hui aussi, que ça soit au niveau national, que ça soit sur les différents territoires, et on en a fait en Auvergne-Rhône-Alpes. Et malgré les crises, et notamment la grosse qui s'est présentée à nous tous, c'est des projets qui ont résisté, et chez nous, en tout cas, on voit même une réémulation autour de ces projets, cette envie de partenariat entre établissements de santé et structures culturelles. On revient à des chiffres, voire à des chiffres plus importants en nombre de projets aidés, puisqu'on a 2 appels à projets, un appel à projet qui est plutôt incitatif chaque année, et un appel à projet qui permet d'aider des projets et donc vraiment des politiques culturelles sur 3 ans. Et aujourd'hui, il y a plus de 120 candidatures pour cet appel à projet en cours aujourd'hui, et on sent bien qu'il y a une émulation, une envie sur le terrain. On le sent aussi dans la qualité des projets qui se développent, et il y a donc beaucoup d'enjeux, et c'est un programme qui est à mon sens très fort et très porté du coup, en tout cas sur notre territoire, mais je crois que mes collègues diront la même chose. Pour leur territoire, donc une vraie dynamique. Clara Bourgeois, donc directrice du pôle culture et santé en Nouvelle-Aquitaine cette fois, donc même question. Voilà, allez-y.
en 5 minutes En 5 également. minutes, hein. Oui. Je vais aller dans le même sens en effet que Séverine. Donc, nous, on n'est pas une association, on est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif, mais je vous passe les détails. Cela étant, c'est important d'avoir à l'esprit que nos missions, c'est en effet d'être en appui sur les terrains aux dynamiques culture et santé et qui sont des dynamiques qui, je vais parler de la Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire sur lequel nous, on travaille, sont des dynamiques extrêmement riches et extrêmement variées. On parle de la question des enjeux culture et santé aujourd'hui. En effet, c'est important de rappeler qu'en fait, il se passe beaucoup de choses depuis de nombreuses années. C'est des choses qui sont pas nouvelles, qui évoluent. Parce qu'on est sur une volonté aussi, et là également, j'ai des partenaires de la politique publique qui sont présents dans la salle. Donc nous, on est sur une politique publique qui est portée par la DRAC, l'ARS et la région également, comme en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas le cas partout, qui est l'implication de la région. C'est important de le noter. Mais on est sur une vraie volonté à la fois d'accompagner des projets qui vont émerger et à la fois d'accompagner aussi l'innovation et le fait d'aller plus loin pour des acteurs qui, eux, ont plus d'expérience en matière de culture et santé également. Donc il y a toujours cette volonté de se dire comment est-ce qu'on va venir investiguer, réfléchir ensemble, et on est dans la coopération également à cet endroit-là, réfléchir ensemble avec les acteurs de territoire, avec les acteurs de terrain qui soient du secteur de la culture, du secteur de la santé, et pour les partenaires publics, de venir travailler sur où est-ce qu'on peut aller, où est-ce que ça va venir explorer des nouveaux champs, comment est-ce qu'on peut aller plus loin. On a parlé ça a été évoqué ce matin, la question des résidences. C'est des choses qui sont travaillées en Nouvelle-Aquitaine également depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, on réfléchit quand de nouveaux acteurs nous interpellent également. Et puis, on travaille beaucoup avec une logique d'équité territoriale qui est un enjeu fort également sur le territoire, sur lequel on va avoir toujours une vigilance à pouvoir, autant que faire se peut, avec les moyens dont on dispose, être présent sur l'ensemble du vaste territoire qui est le nôtre. Donc voilà, en tout cas pour quelques enjeux. Moi, je voudrais juste rappeler quand même également, tu as parlé des acteurs culturels, Séverine. Je pense qu'un des points qui est fondamental, c'est le mot coopération. Il ne s'agit pas, quand on va parler des projets culture et santé, quand on travaille sur ces sujets-là au niveau du pôle culture et santé, et puis quand on en parle également avec les partenaires, il ne s'agit pas de projets culturels au service de la santé, il s'agit de la coopération au service de tous. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est quelque chose qui fait faire un pas de côté à tous les acteurs, et ça fait partie des points qui animent notre travail au quotidien sur les territoires. Ça change le regard. La culture n'est pas au service d'eux, mais on a quelque chose qui est dans une autre dynamique. Anne-Marie Casadei, donc vous dirigez la Mécano Occitanie, qui justement est une plateforme où le mot coopération a beaucoup de sens. Coopération, échange. Au service des porteurs de projets. Je sais aussi que vous avez une attention particulière sur les questions d'autonomie et de domicile. Donc, c'est ce qui m'avait semblé. Tout ce qui concerne la santé, le handicap et la dépendance. Ouais. Et j'en veux pour preuve qu'on a décliné, nous, le dispositif en 3 appels à projets. Un qui est culture santé, l'autre culture, handicap et dépendance, et enfin un projet structurant où on se préoccupe beaucoup, effectivement, de résidence, de mutualisation, de mise en réseau, de mutualisation. Vraiment, on veut être à la fois dans une dynamique régionale, et je rejoins mes collègues, elle est très très forte en Occitanie, puisqu'on a aussi non seulement rattrapé les chiffres d'avant la crise Covid, mais on les a dépassés, et avec notamment le milieu sanitaire qui s'empare de plus en plus de ce dispositif. Avant, il y avait une grande disparité entre milieu médico-social et sanitaire, puisqu'on peut le mesurer grâce à ces 2 appels à projets. Et là, ce nouvel appel à projet qui peut effectivement permettre d'avoir des opérations de plus grande envergure. Alors moi, j'aimerais rappeler 2 ou 3 choses qu'elles ont déjà dites, mais notamment, nous, on travaille beaucoup sur les droits culturels. Oui. Donc, il y a une grande transversalité des politiques de coopération et surtout de co-construction. Chacun restant à sa place, mais mettant des synergies effectivement en œuvre pour que les publics auxquels on s'adresse, vous me permettrez d'appeler tout ça les publics parce qu'il y a effectivement les lieux de santé où il y a des dénominations différentes, les publics auxquels on s'adresse soient au cœur
des préoccupations, et soit dans les motivations les plus profondes de faire émerger des créations artistiques. C'est-à-dire il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de sachant qui vient comme ça dire il faut que ça s'applique parce que vous avez besoin de ceci ou de cela. Non, pas du tout. Ce sont effectivement des acteurs qui travaillent ensemble, et notamment des artistes qui sont proposants, et une équipe médicale ou encadrante qui prend toute la mesure des bienfaits, parce que la culture est un bienfait pour tous, au-delà de toute ordonnance, je dirais. Voilà, je le dirais gentiment. Voilà. Je le dirais gentiment. Voilà, parce que j'ai beaucoup à dire et je trouve que la parole des concernés n'est pas beaucoup entendue. Ouais. Aussi, non seulement j'ai beaucoup entendu parler de soins, je rejoins mes collègues qui l'ont fait remarquer, elle aussi très, très gentiment, mais en plus la parole des concernés me semble primordiale. Et je regrette, franchement, et je remercie aussi les évasions de nous avoir fait aussi ça, mais ça n'est pas suffisant. Parce que nous, les grandes joies qu'on a et les grandes motivations par rapport à notre boulot, c'est d'entendre ces témoignages-là. Voilà. Mais aussi les équipes, parce qu'on inclut évidemment les équipes et les artistes dans ces témoignages-là. Voilà. Donc, ouais, effectivement, j'entends ce que vous dites et je comprends tout à fait. Alors, une voix de la santé maintenant, donc avec Monsieur Frédéric Remet, donc à mes côtés, qui est directeur général adjoint à l'ARS Grand Est, donc va nous parler au nom du ministère de la Santé. Alors le Grand Est est très très engagé sur cette articulation culture-santé, et je voulais vous demander quels étaient les axes prioritaires de cet engagement dans notre région. Alors, je vais parler pour l'Agence régionale de santé Grand Est. Pas pour le ministère. Pas parler au nom de tout le ministère, voilà, mais les exemples qui viennent de nous être présentés montrent que dans chaque région, effectivement, on a une politique qui est relayée. Moi, je voudrais dire deux choses. Première chose, c'est qu'on y croit vraiment à l'ARS Grand Est, à ce partenariat, vous l'avez été plusieurs à utiliser le mot, à cette coopération entre le monde de la culture et de la santé. On travaille en lien étroit depuis des années avec la DRAC sur ce sujet, et notre partenariat s'élargit à un nouvel acteur puisque le Conseil régional rejoint notre appel à projet annuel, puisque c'est notre principal outil. Donc on y croit beaucoup, et en même temps, moi, je vais être très modeste et je vous remercie de nous avoir associés à cette journée. C'est toujours bien les journées nationales qui se tiennent dans le Grand Est parce qu'on apprend plein de choses. Moi, je suis très intéressé par ce qui a été présenté pour les 3 régions précédentes, parce qu'on n'a pas cette structuration. Nous, on n'a pas de structure intermédiaire qui fait cette intermédiation. On est en direct avec les porteurs de projets via la DRAC, et ça donne des idées sur ce qu'on pourrait aussi améliorer. Alors, du point de vue de l'ARS, quels sont les 3 grands axes, nous, qui portent cet appel à projet, un appel à projet qu'on veut faire encore évoluer pour être encore plus structurant. C'est-à-dire que le but, c'est pas, la coopération entre la culture et la santé ne se résume pas à cet appel à projet. Il y a plein d'initiatives locales. Il y en a 2 qui vous ont été présentées à l'instant. Et j'ai bien aimé, Madame, votre notion de pas de verticalité. On ne prétend pas régenter du haut. C'est absolument pas ça. Mais créer des dynamiques et porter des valeurs et des principes. Et donc, à travers l'appel à projet, du point de vue, et je laisserai Pascal Valentin compléter après pour la DRAC, mais du point de vue de l'Agence régionale de santé, il y a trois grandes valeurs qu'on essaie de porter. La première, c'est le droit des usagers, le patient ou le résident acteur de son parcours de soins, mais aussi de son parcours de vie, parce que pour qu'il n'y ait pas cette rupture entre le moment où on est en perte d'autonomie ou malade et la vie d'avant. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, premier axe qu'on porte. Le deuxième axe, c'est, donc j'insiste, un des critères de sélection des projets, c'est que les résidents ou les patients soient acteurs du projet, pleinement acteurs. Donc c'est complémentaire d'autres formes. Il y a d'autres formes d'animation culturelle un peu différentes, mais là, qui sont tout aussi intéressantes. Mais là, nous, on veut vraiment des projets avec des patients et des résidents acteurs. Deuxième axe,
c'est que les professionnels aussi de santé, là je vais parler pour les professionnels de santé et je laisserai côté DRAC développer pour les professionnels artistiques, parce que je pense que c'est effectivement important d'avoir la double coopération, mais des professionnels aussi engagés acteurs. Pourquoi ? Ça a été dit déjà à plusieurs reprises, ça donne du sens au travail. Et ça, on voit bien aujourd'hui, on a des difficultés d'attractivité, en particulier dans notre région. Et une des raisons, c'est aussi parfois la perte de sens au travail. Et un projet culturel, quand les résidents ou les patients sont acteurs et que les professionnels sont acteurs, eh ben, ça redonne du sens parce que c'est du temps directement passé avec les patients. Voilà. Et on sait très bien que dans ce qui nous remonte du terrain, c'est le sentiment parfois des professionnels de ne plus avoir assez de temps avec les patients ou avec les résidents. Donc par cette forme détournée, c'est une façon de retrouver du temps et de donner du sens au travail. Et puis j'ai noté, parce que voilà, ça donne plein d'idées cette journée, que même sur les pratiques professionnelles, la culture pouvait apporter des choses j'ai entendu sur la précision du geste qui était meilleure après une activité. Enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc voilà, et puis troisième élément, c'est la volonté, dans le nouvel appel à projet qu'on lancera, de pouvoir davantage avoir une action sur les territoires. Donc ça recoupe plusieurs choses. Ça a été dit tout à l'heure par le CHR, le représentant du CHR de Metz, casser le lien, on va dire, entre les établissements et la cité, donc avoir une interaction, sortir des murs des établissements, aller au-delà, et puis aussi pouvoir avoir s'appuyer, on va dire, sur des structures qui ont peut-être un peu plus de moyens ou un petit peu plus de connaissances, d'expérience pour pouvoir engager d'autres structures et pour pouvoir aussi engager d'autres publics, notamment les gens qui sont au domicile, qui sont aussi dans des parcours de soins, prise en charge à domicile, dans des structures sanitaires à domicile ou des services médico-sociaux, et qui sont un peu parfois oubliés. Donc on a cette vocation territoriale, donc à la fois la cité, faire profiter à tout le monde, et puis ces personnes à domicile. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Remet. Madame Pascale Valentin Bremer, donc toujours dans le Grand Est, on met du côté de la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, pour ne pas la résumer. Voilà, vous couvrez les départements de l'Aube, de la Haute-Marne, tout le Grand Est, ce qui est un territoire aussi marqué par une très forte ruralité. Comment peut-on créer un territoire marqué par une profonde ruralité? Comment peut-on y développer un dispositif culture santé efficace? Donc, bien sûr, j'appuierai aussi tout ce que mes collègues ont pu dire sur déjà l'importance de la présence et des équipes artistiques. Alors, je pense que pour parler de effectivement ce développement projet dans la ruralité, je pense qu'il y a une première notion à évoquer, c'est la notion d'espace et de territoire. C'est-à-dire qu'un territoire, c'est des habitants. Et dans ces habitants, effectivement, ils peuvent être dans des hôpitaux, dans des établissements de santé, ils peuvent être dans des écoles, ils peuvent être dans des MJC, ou ils peuvent être aussi chez eux, parce que M. Remet l'a dit, parce que aussi il y a une stratégie en termes de maintien à domicile et d'autonomie. Donc la première chose à faire, c'est prendre cet espace comme un espace effectivement de vie. Et cet espace de vie, forcément, ce bassin de vie il est différent quand on est en milieu urbain, quand on est en milieu rural, parce que il n'y a pas forcément un établissement de santé pilote et parce qu'il n'y a pas forcément d'équipe artistique présente ou de label. Donc ça veut dire que par rapport à ça, la notion d'espace va dire qu'on va essayer de travailler sur un dispositif, on l'a beaucoup dit, de résidence, et pourquoi pas de résidence de territoire, c'est-à-dire comment à un moment donné on peut favoriser une équipe artistique qui va être présente, mais qui va pouvoir travailler sur le champ effectivement de la santé, mais pourquoi pas sur d'autres champs qui peuvent être le champ scolaire, le champ de l'éducation populaire, et pourquoi pas le temps du loisir. Donc c'est déjà la notion d'espace, de bassin de vie d'habitants, et qui rejoint effectivement la notion de droit culturel, je pense, qui est essentielle. Ensuite, ça répond aussi à, je pense, une pratique aujourd'hui qu'on appelle un peu la déspécialisation, mais qui est de dire que
effectivement, nous, on vient de leur dire, c'est-à-dire on n'est pas dans une démarche qui dit on sait ce qui est bon pour vous, mais comment on travaille ensemble sur une offre qui peut être adaptée. Ça correspond aussi dans ce qu'on a voulu faire dans une grande ambition de ce nouvel appel à projet, de dire qu'à un moment donné, ça veut dire aussi que comment nous, partenaires, dans notre manière de travailler, on l'applique au territoire, on fait ce travail d'ensemblier, en essayant de réunir sur les territoires les différents acteurs, sans oublier les collectivités locales. On a parlé du conseil régional, mais on sait aussi que les départements, que les collectivités mettent en œuvre des actions régulières qu'il ne faut pas oublier, que ce soit les établissements, les musées, les bibliothèques, les conservatoires et différentes équipes artistiques. Donc comment à un moment donné aussi, l'hôpital devient aussi un lieu de vie. Je pense que, voilà, on l'a vu ce matin, et ouvert en termes d'actions qui peuvent être une démarche dans l'inclusion, mais aussi, pourquoi pas, hors les murs. Donc ça, à mon avis, c'est un aspect important. Moi, le deuxième aspect, je pense très important, c'est la notion de temps. Parce qu'effectivement, dans les secteurs ou dans les espaces ruraux, on n'a pas forcément l'ingénierie culturelle, mais aussi des postes dans les établissements de santé qui permettent de s'occuper des projets. Et quand on parle d'un projet qui n'est pas un projet qu'on va concevoir dans un laboratoire en disant on vous l'apporte et on est dans une verticalité, c'est un ovni, ça veut dire que le temps de la construction veut dire qu'à un moment donné, il faut quand même un professionnel de la culture, un professionnel de santé qui travaillent ensemble. Donc l'enjeu par rapport à ça du temps, la résidence peut être une réponse sur du temps long. Et aujourd'hui, on ne pourrait pas dire est-ce que c'est 6 semaines, 8 semaines. Donc nous, on a fixé un petit peu des minimums dans l'appel à projet. Mais je crois aujourd'hui que dans la problématique, puisque vous me demandez de répondre à cette question de la ruralité, c'est la notion de temps qui est importante. Et puis le troisième aspect, c'est l'aspect de l'interconnaissance. Parce qu'on voit bien ce matin, nous, on est de référence dans le périmètre culturel. On ne connaît pas forcément le métier de la santé. Et comme vous le disiez, on ne peut pas parler de ces projets-là sans connaître et sans parler aux personnes que l'on vise et aux personnes qui sont patients, résidents, et puis aussi au personnel. Donc cette interconnaissance, elle va passer aussi par l'enjeu de la formation, mais par l'enjeu, pourquoi pas, de réfléchir à de l'ingénierie qui pourrait être portée par des collectivités dans le cadre de projets qui peuvent être pluridisciplinaires. Voilà, moi je voulais insister sur ces 3 aspects et souligner qu'effectivement, c'est aussi la coopération de différents acteurs qui va faire la réussite, on l'espère, de ces projets. Oui, et une dimension d'ingénierie peut-être qui reste à inventer. Nicolas Merle, donc vous êtes chef de bureau de la politique interministérielle au ministère de la Culture. Donc la vision ministérielle autour de cette 3e convention interministérielle qui est en phase de rédaction. Donc les questions s'imposent. Quelle en est la teneur, quels en sont les acteurs et quels en sont les nouveaux axes de développement, quelles perspectives? J'ai tellement de choses à vous dire. J'imagine, mais vous avez quand même que 5 minutes. Je vais tâcher de m'auto-censurer pour respecter le ça timing. nous permettra d'ouvrir à la salle Bien aussi. sûr. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi de m'exprimer dans cet auditorium. L'aventure que je vous propose de vivre pendant les 5 prochaines minutes, c'est de voir en coulisses comment se passe la construction d'une politique publique, et en l'occurrence la politique publique culture et santé. Vous l'avez rappelé l'une et l'autre, hein, on est vraiment dans la continuité d'une trajectoire. Il y a un héritage, et ce qu'on observe depuis l'administration centrale, c'est aussi l'intérêt de notre position, c'est qu'on a une vision panoramique, une vision à 360 degrés sur l'ensemble des territoires. On observe quand même la bonne santé, si je puis dire, de l'animation de cette politique, de la construction de cette politique sur les territoires, et en témoigne aussi la présence de très nombreux collègues des DRAC aujourd'hui que je salue. La quasi-totalité de la France métropolitaine est représentée, et je pense que c'est aussi un symptôme ou un bon indicateur plutôt de la vitalité de la construction régionale de cette politique. Il faut que je vous dise un mot de l'endroit d'où je parle, et notamment parce que la délégation générale que je représente est assez récente. Donc elle s'appelle Délégation générale à la transmission, au territoire et à la démocratie culturelle. Et la politique culture-santé a beaucoup à voir avec ces 3 notions. Vous l'avez évoqué les uns et les autres. Donc
le ministère de la Culture, quand on le considère dans son ensemble, c'est une administration centrale, c'est des services déconcentrés, les DRAC, c'est aussi des établissements publics, notamment les gros poids lourds, les flagships que vous connaissez tous, le Louvre, Orsay, Beaubourg, voilà. Donc quand on considère le ministère de la Culture, c'est tout ça à la fois. Et il est vraiment intéressant de constater que le ministère de la Culture, dans toutes ses déclinaisons, travaille sur la question du soin, travaille sur la question de la santé, du médico-social, du handicap et de la dépendance. Chacun à son endroit et chacun selon son périmètre de responsabilité. Alors cette délégation générale, elle a été créée en 2021 et elle a été créée sur un constat qui était un sentiment finalement de hiérarchisation entre les différents sujets, les différents objets portés par le ministère de la Culture. C'est naturellement le ministère des Artistes, c'est le ministère des Patrimoines, mais c'est aussi le ministère des publics, de l'ensemble de la population, des habitants et des territoires. Et la création de cette délégation générale, ça vient poser politiquement, symboliquement, les ambitions du ministère de la Culture en direction des territoires, vous l'avez très bien dit les uns et les autres, et en direction de l'ensemble de la population. Alors naturellement, quand on considère l'ensemble de la population, on n'a pas tous la même situation de vie. Et notre objet au sein de la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, c'est précisément de se pencher sur des situations de vie spécifiques. Quels sont les obstacles? Quels sont les empêchements? Qu'est-ce qui nuit finalement pour nos concitoyens à la participation à la vie culturelle? Et comment on peut apporter une réponse, nous, de l'endroit d'où on parle, à l'endroit où on est, en termes de cadre de politique publique pour lever ces obstacles? Et la politique culture-santé, c'est précisément ça. C'est de voir comment, en dialogue avec le ministère de la Santé, et j'y reviendrai, on arrive à créer des conditions favorables de coopération, vous l'avez dit, de mise en familiarité entre deux écosystèmes, celui de la culture, celui du soin, du médico-social, du handicap, qui partent de deux endroits différents, qui ont des cultures professionnelles différentes, et qu'il s'agit d'arrimer, de marier, en tout cas de créer des espaces de collaboration, de co-construction, de coopération, et idéalement créer une culture professionnelle commune. C'est ce qu'on appelle de nos voeux. Alors cette trajectoire, donc ça a été dit dans les propos liminaires ce matin, hein, il y a une première convention qui a été signée en 1999, une deuxième convention signée en 2010 qui s'est ouverte à titre expérimental au médico-social. Et là, donc c'est vraiment l'atelier de construction. Là, on a levé le capot pour construire cette nouvelle convention interministérielle. On appelle de nos voeux la signature d'une nouvelle convention culture santé médico-sociale, y compris handicap, dépendance, en 2024. Alors très concrètement, ça se traduit pour nous par le dialogue avec deux ministères distincts, le ministère de la Santé et de la Prévention et le ministère des Solidarités et des Familles, auquel est délégué le ministère des Personnes handicapées. Donc on a un paysage partenarial qui est quand même assez vaste, la Direction générale de la Santé, la Direction générale de l'offre de soins, côté Solidarité Famille, la Direction générale de la cohésion sociale et le pôle santé ARS, ça va vous parler puisque c'est un peu je sais pas comment le dire, la tête de réseau, la tête de pont pour les ARS. Quelle est la principale complexité pour nous dans la construction de cette nouvelle convention ou de ce nouveau protocole culture-santé? C'est que à la fois il faut en interministériel avec toutes ces directions générales d'administration centrale que je viens de citer, trouver un terrain de consensus, un terrain qui satisfasse tout le monde et qui soit réaliste du point de vue de la conduite et de l'incarnation d'une politique publique. Ça, c'est la première chose. Ne pas transiger avec nos ambitions concertées, ça c'est la deuxième chose. Et la troisième problématique, et je recite mes collègues des DRAC, les territoires sont extrêmement diversifiés. Et la politique culture-santé en Nouvelle-Aquitaine, en Auvergne-Rhône-Alpes, en région Grand Est, en Occitanie, naturellement, ça ne se traduit pas, ça ne s'incarne pas de la même manière. Ne parlons pas des territoires ultramarins, pour lesquels on a une attention très, très forte également. Et donc notre enjeu, c'est de ne pas transiger sur nos ambitions, mais en même temps d'avoir un texte qui soit suffisamment malléable, suffisamment plastique, de manière à s'adapter à la réalité, à toutes les réalités des territoires, dans leur diversité. Voilà notre très grand défi pour les semaines et les mois qui viennent. J'ajoute peut-être deux choses pour terminer. La première, c'est que naturellement, les droits culturels seront
presque génétiquement présent dans cette convention. C'est un élément absolument central de l'évolution des politiques culturelles. Désormais, on tricote vraiment le fil de la démocratisation, fondateur du ministère de la Culture, et le fil des droits culturels. On part des habitants, de l'endroit où ils vivent. Et on part des identités culturelles existantes pour chacun. Et voilà, notre point de départ dans la construction d'une politique publique, avec cet écueil de verticalité dont vous avez parlé très bien, il est là. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur l'existant, aujourd'hui, le ministère de la Culture, quand on fait la somme de la mobilisation des DRAC et de l'administration centrale, la politique culture-santé, c'est 2 millions d'euros et c'est près de 300 projets. Donc, ça témoigne de ce que j'évoquais en introduction, de cette très grande verticalité, de cette très grande vivacité de cette politique. Vous voyez que le lapsus rattrape le représentant de l'administration centrale que je suis. Et puis la dernière chose, c'est que finalement, c'est une fusée à plusieurs étages, cette affaire de convention culture-santé. Il y a ce qui se passe au niveau de l'administration centrale, il y a ce qui se passe sur les territoires, et j'y reviens pas parce que ça a été très bien décrit par vous toutes et tous. Et il y a finalement à qui on s'adresse. Et cette question de l'adresse, elle est absolument centrale. Ça a été très bien dit depuis le début de cette matinée. Finalement, on ne s'adresse pas qu'aux patients, pas qu'aux personnes soignées. On s'adresse aux aidants, on s'adresse aux familles, on s'adresse naturellement aux soignants. Et on voit en effet, et vous l'avez dit, et ça a été très bien dit, notamment dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, à quel point la culture, elle vient bouger des lignes, elle vient aussi offrir des leviers aux soignants. Et puis on s'adresse aussi à tout l'écosystème culturel, puisque là, pour le coup, c'est notre écosystème de proximité au ministère de la Culture, et voir comment, on se parle beaucoup de spectacles vivants, on se parle d'art visuel, mais les professionnels des archives, les professionnels du patrimoine, les professionnels des musées, eux aussi ont à voir avec cette politique culture-santé. Eh bien, tout cet écosystème, la diversité des partenaires mobilisés, c'est à eux qu'on a envie de s'adresser dans cette future politique culture-santé. Merci beaucoup. Il nous reste un peu plus entre 5 et 10 minutes de questions et je donne immédiatement la parole à la salle. Sans voir pour autant des mains se lever. Mais peut-être que je n'y vois pas clair. Bonjour, Manuela Joguet, je travaille au MUSEM comme chargée des publics du champ social et du handicap. Et donc, à ce titre, moi, je ne suis à peine concernée par les appels à projets. Alors, je vais me faire le porte-parole de tous les gens avec qui je travaille, qui doivent répondre à ces appels à projets, qui, à mon sens, je vous entends avec des très belles valeurs, avec des très belles intentions, mais dans une forme qui est difficilement compatible avec une mise en place confortable pour tout le monde. Puisque je vous rappelle, pour que ça fonctionne, un appel à projet, il faut avoir des intentions de départ, il faut déposer les choses, et vous me parlez, moi j'entends de le faire avec les habitants. Sauf que pour faire avec les habitants, il faut faire avant l'appel à projet. Mais dans ce cas-là, si on fait avant l'appel à projet, ça va être compliqué de gérer les émotions, les déceptions. Et puis la temporalité qui est concernée, elle est un petit peu compliquée. Moi, j'ai la chance d'être dans un établissement qui, pour l'instant, a un budget à me consacrer. Donc, justement, je peux faire des projets en répondant aux intentions des partenaires, qui soient du côté du médico-social ou du côté des patients. Et là, on me demande à l'heure actuelle de renforcer mes partenariats avec la PHM. J'en suis ravie, mais ça ne veut pas dire que mon partenaire en face, il a plus de temps pour m'aider à monter ce projet, qu'il a plus de personnes du côté de l'ingénierie culturelle pour mettre en œuvre ces projets. Et du coup, je me pose la question, parce que la question de l'appel à projet, ça ne permet pas de financer ces postes-là, ces postes qui permettent réellement d'accueillir les artistes, de mener les projets, de faire le lien avec les soignants, de valoriser avec les équipes de com, de justement valoriser aussi avec les familles, avec le reste de la ville, et justement pour faire ce lien avec... Voilà. Donc là, je me fais la porte-parole du côté de l'ingénierie en disant le problème de l'appel à projet, c'est comment on arrive justement à mettre en place des choses suffisamment structurelles pour que ça fonctionne sur un temps long, à la fois pour les patients, à la fois pour les soignants
qu'ils puissent l'inscrire aussi dans des comment dire, des protocoles de santé suffisamment longs aussi pour pouvoir mesurer des effets sur du long terme également. Voilà, merci. Désolée, c'était un peu long. Merci pour cette question très concrète. Madame Valentin-Baumert, on a évoqué l'ingénierie. Oui, voilà. Alors, sur votre première intervention, ce qui concerne les habitants, là, on est dans une ambition qui, effectivement, c'est pour le moment on répond à l'appel à projet, on s'inscrit dans une démarche et dans une volonté de faire. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un temps de préparation. Effectivement, par rapport à ça, je pense que l'enjeu de mobiliser des équipes artistiques, c'est souvent elles savent faire. Elles savent faire ce travail-là, d'associer, de travailler avec les habitants. Sur l'autre aspect qui est effectivement comment on travaille, je crois qu'il y a aussi un enjeu de coopération sur les territoires entre effectivement un établissement culturel, un musée, une bibliothèque, une équipe artistique et un établissement de santé. Sur l'ingénierie, effectivement, les appels à projets ne sont pas destinés à financer des postes, mais à financer des interventions d'équipes artistiques. Donc je dis que ça, c'est peut-être une autre réponse et un autre travail qu'il faut faire sur comment on travaille sur des territoires où c'est plus fragile et comment on l'accompagne sur un projet qui peut être un projet pas spécialisé et pas essentiellement dans le domaine de la santé. Voilà ce que je peux vous dire. Donc effectivement, sur le temps, on est quand même aussi très à l'écoute sur les appels à projets, sur les commissions qu'on fait, sur l'intention du projet et sur la temporalité. Voilà ce que je peux vous répondre à l'heure actuelle dans ce qu'on met en œuvre, nous, spécifiquement au niveau du Grand Est. Et on observe sur plusieurs territoires la mise en place de soutiens pluriannuels qui finalement rejoignent la problématique que vous pointez, et je suis absolument d'accord avec vous. C'est vrai que parfois dans une année, et nous-mêmes, ministère de la Culture, que ce soit en DRAC ou en administration centrale, on est hélas contraint par l'annualité des crédits, notamment parce que les crédits sont votés en projet de loi de finances chaque année. Mais néanmoins, on voit quand même apparaître des projets pluriannuels qui, ça reste marginal, mais on sent qu'il y a une dynamique dans cette direction-là, qui viennent répondre à cette question-là, d'abord pour se laisser le temps du diagnostic, de la co-construction, et en effet, pas de droit culturel ou pas d'exercice de droit culturel sans co-construction, et ensuite le temps réellement de l'action, et de l'action qui s'installe dans un établissement. Et je vous rejoins absolument, le temps long est très important. Je vous donne un exemple très, très concret. Rapide, alors s'agissant de l'administration centrale, je vais très vite. Séverine voudrait aussi. On a des conventions pluriannuelles d'objectifs avec des acteurs de l'éducation populaire et de la solidarité qui, eux, sont mobilisés aussi sur ces partenariats santé, handicap, médico-social globalement. On avait des conventions pluriannuelles de 3 ans, on les a passées à 4, précisément pour répondre à cette question, pour s'installer dans un temps suffisamment long pour conduire des actions qui soient réellement qualifiantes et structurantes. Merci. Séverine Legrand. Oui, rapidement, mais je voulais juste rebondir sur cette question d'ingénierie culturelle, puisqu'on a dû se présenter très rapidement, donc c'était pas forcément une évidence, mais c'est justement aussi de ce constat de difficulté des porteurs de projets, que ce soit côté santé ou côté culture, que nos structures sont nées, et c'est aussi pour cette raison de constat de difficulté par les partenaires publics qu'ils nous missionnent pour accompagner ces programmes culture et santé en région. Nous, on a un rôle très fort d'accompagnement auprès des porteurs des deux secteurs. Ça résout pas tout, mais ça permet justement d'aborder un appel à projet avec plus de connaissances, de compréhension et peut-être de sérénité. Et puis l'autre chose sur la question des postes, pour moi, elle est très liée à la question de la reconnaissance de ces actions-là, donc la reconnaissance des compétences et des métiers, qui passe aussi justement par des textes fondateurs qui peuvent avoir lieu, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, et du coup aussi par la formation. Et là aussi, on essaye, les 3 structures qui sont présentes ici, mais on n'est pas les seuls, il y en a d'autres sur le territoire, et d'ailleurs, on a un réseau qui s'appelle Entrela, où d'autres structures sont présentes. Il y a le BIP, et puis l'évasion qui a été présentée tout à l'heure, qui en font aussi partie. C'est aussi un des endroits où on essaye de développer une offre de formation qui s'adresse aux professionnels des deux secteurs pour les accompagner et que leur projet puisse être monté de la meilleure façon et être véritablement professionnel.
Je voudrais juste rajouter très Oui. rapidement, c'est pour compléter de Anne-Marie, manière encore plus opérationnelle les choses. C'est-à-dire que quand on est structure d'appui, on se doit, et on le fait chacune sur nos territoires, de donner des outils au-delà des contacts directs qu'on peut avoir avec les acteurs culturels, sanitaires ou médico-sociaux. On donne des outils d'accompagnement, que ce soit par des ateliers en visio, où justement on parle d'ingénierie, de projets, de financement des projets, enfin tout ce qui est l'ingénierie, tout ce qui constitue l'ingénierie. On donne comme ça beaucoup d'outils que vous trouverez, et il faut effectivement qu'ils existent, ces outils, qui sont un complément indispensable aux formations proposées. Merci pour toute cette conclusion très, très concrète, très pratique, très proche du terrain.